Bon, on a un nouveau génie qui a encore programmé la mort de Bitcoin. Et là, c'est encore une nouvelle fois, c'est un gros compte, c'est l'Observateur qui comptabilise à lui-même, à lui seul, 125 000 abonnés. Et le mec a pris son courage à deux mains et a annoncé, je titre la vidéo, hein, la mort programmée du Bitcoin, pourquoi la star des crypto-monnaies est condamnée. Et ça me fait rire parce qu'il rejoint vraiment le panthéon des personnes qui ont annoncé la mort des bitcoins. Souvent, c'est un signal de bottom. Donc, on va voir si c'est le cas. Et on pourra peut-être partager le site qui s'appelle justement bitcoindeath.com. Et dedans, vous pouvez retrouver toutes les stars du monde qui se sont amusées à jouer à ce jeu et qui se sont vues ridiculisées. Et eux, ils comptabilisent en plus un truc un peu marrant, c'est que si à chaque fois, tu avais mis $100 Mhm. au moment où il avait dit, aujourd'hui, tu aurais 91 millions de dollars. Donc, Putain, c'est assez fun. c'est c'est incroyable. Ouais. Bah, en fait, il va aussi rejoindre le panthéon des gens qu'on débunk de manière générale. Il y avait eu Idriss Aberkan, c'était l'une de nos premières vidéos à qui on avait expliqué gentiment que ce qu'il disait était faux. Et c'est souvent un peu le risque avec ces gens-là qui ont énormément de connaissances sur plein de sujets, hein, c'est pas la question, mais qui, quand ils se penchent sur des sujets dont on est expert, on se rend compte que, aïe, 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 quand tu creuses, c'est la merde. Et là, en Mm. l'occurrence, cette vidéo, je vous spoil, hein, c'est un désastre. C'est une catastrophe, c'est un empilement de merde et de mauvaise foi. Et en fait, on peut pas les. Alors, vous êtes beaucoup à nous l'avoir envoyé d'ailleurs. C'est pour ça aussi qu'on y réagit. Il y a notre camarade Victor Ferry qui s'en est déjà un peu chargé et qui nous a dit qu'il fallait qu'on le fasse. Qu'on le fait aussi pour vous. Et donc, en préambule, n'hésitez pas à nous suggérer en commentaire ou continuer à le faire par message d'autres vidéos comme ça. Nous, malheureusement, on n'a pas le temps de parser YouTube à chercher toutes les conneries, mais visiblement, il y en a qui ont un peu le temps. Donc, n'hésitez pas. Ça nous fait plaisir et derrière, ça nous fait des contenus sympatoches comme ça. Malgré le fait que, voilà, pour être honnête, le mec a vraiment pas fait le travail. Mm. On voit tout de suite que il sait pas vraiment de quoi il parle. C'est assez triste. Alors peut-être qu'il sait et puis c'est juste malhonnête, mais ce serait encore pire. Mais je crois même pas que ce soit le cas. Et dans notre cas, on va revenir sur les points où justement il a raté la cible, où c'est juste totalement faux. Et puis on va essayer aussi d'ajouter des informations qui peuvent être intéressantes pour ceux qui connaissent quand même le sujet, parce que voilà, on va essayer de pas trop se faire chier non plus. Donc on a pris des timecodes un peu de la vidéo, des moments qui sont intéressants, et puis on va revenir au fur et à mesure, parce que la vidéo est quand même assez longue, elle dure 1h30. Non, ah non, 52 minutes. Ouais, elle est quand même assez longue et le but c'est que ça fasse pas 2 heures, même si je sais très bien que ça va durer 2 heures. Mais le but c'est que on limite un maximum le temps où on l'écoute parler. Donc Mm. pour ceux qui ont un doute, je vous invite après à regarder la vidéo entièrement, hein, si vous voulez vérifier, qu'on fasse pas de l'homme de paille. Mais nous on l'a chacun déjà regardé et on a pris des notes. Donc c'est pour ça qu'on va se permettre des raccourcis et des extrapolations de façade. Du coup, je vous propose qu'on commence. Je vous partage l'écran et c'est parti. Tac. C'est bon, tu vois? Yes. C'est magique. Les gens sont là au doigt mouillé. Ah, ça va monter à 1 million. Il y en a même qui disent 1,5 million. T'en as même qui disent 10 millions en 2035. Mais d'où vous sortez ces chiffres, les mecs? D'où vous sortez ces chiffres? Et je trouve que ces informations relayées sans fondement, cette divinisation du Bitcoin sans réelle justification, relèvent de la dérive sectaire. Bitcoin aujourd'hui, c'est comme une religion avec ses prêcheurs, ses prêtres, ses prédicateurs qui défilent sur les plateaux télé, sur YouTube, sur Internet d'une façon générale pour donner des prévisions. Alors, on annonce le Bitcoin à tel ou tel prix pour telle ou telle date. On a Cathy Wood de ARK Invest qui annonce le Bitcoin à 2,4 millions en 2030. Puis, 15 jours plus tard, elle révise ses prévisions à la baisse. Cathy Wood, c'est un prix le matin, un prix le soir, hein. Si vous écoutez. Je pense on n'a peut-être pas besoin d'écouter toute cette tirade sur la dérive sectaire. Ouais, surtout que je crois qu'elle est déjà terminée. Je Ouais. voulais au moins juste noter, moi je connaissais très peu l'Observateur. Je trouve qu'il est vraiment bon en prise de parole. Je trouve tout de suite, tu rentres dans la vidéo, il a une façon d'expliquer les choses et de prendre la parole qui est vraiment bonne. Donc en tout cas là-dessus, chapeau. Après, je l'ai trouvé. Alors le début, je l'ai trouvé un peu cringe, mais bon. Enfin là, de ce qu'on a écouté, moi je Pour le trouve. l'exercice, il est pas mauvais, mais.
Ouais. Bah, en tout cas, moi, il me fait pas rire, mais oui, je peux comprendre. Mais en tout cas, je trouve que, en fait, dès cet instant, la vidéo pourrait être résumée et arrêtée. Parce que bah, tout de suite, il dit les termes, il dit ils avancent des scénarios sans aucune justification. Ça veut dire que le gars, en fait, il a juste regardé des miniatures de vidéos YouTube ou deux, trois posts sur Twitter avec des gars qui mettent oui, Bitcoin ira à 1 million dans 5-10 ans. Et ils sont là en mode ah bah ok, je prends ça pour argent en comptant et je fais ma vidéo là-dessus en disant qu'en fait il y a une dizaine de teubés qui sont en train de faire des plans sur la comète, alors qu'ils parlent quand même de mecs qui en général gèrent des fonds monstrueux, ont des entreprises qui pèsent maintenant plusieurs dizaines, centaines de milliards. Et il dit, ah non, en fait, ils sont juste trop cons. Ils ont raté l'éléphant qui est au milieu de la pièce, tu vois. Genre, je trouve déjà, ça part d'un ego monstrueux. Et puis pour moi, c'est vraiment d'une stupidité colossale parce que en fait, genre, il dit, ils ont aucun argument, mais bien sûr que si, ils ont des arguments. Démonte l'argumentaire. Mhm. Genre à aucun moment il va dire, bah voilà, il pose ce modèle et je pense qu'il est faux pour telle ou telle raison. Et dans ce cas-là, on en discute, tu vois. Et en vrai, par exemple, les scénarios de Cathy Wood, je suis pas forcément aligné avec, tu vois. Plein de trucs que Mhm. je trouve cons, même ce que Saylor dit la plupart du temps, bon, voilà, c'est mignon, mais c'est pas réaliste. Et puis de toute façon, ça se saurait si qui que ce soit était capable de prédire quoi que ce soit. Faut juste pas être con. Moi, je pourrais presque le rejoindre s'il faisait ça. Mais là, c'est pas du tout le cas. C'est très très en surface. Et comme tu l'as dit, ça, en vrai, ça annonce plutôt bien la suite de la vidéo, malheureusement. Ouais. Ouais, il a vraiment évité bah, tout le travail. Il a évité le travail, il a pris au final juste ce qu'il pensait être, et puis il a fait toute sa vidéo là-dessus avec ses prémices et puis peut-être je sais pas s'il a recherché ou s'il est juste parti de ah ok j'avais cette idée, c'est comme ça que je le voyais et puis je vais faire toute ma vidéo là-dessus. Sans plus comme ça, après, je veux pas lui prêter des intentions qu'il n'avait peut-être pas, mais bon, dans tous les cas, c'est assez malhonnête et c'est assez mauvais, en tout cas, dans l'argumentaire pour l'instant. Et Michael Saylor, c'est peut-être l'un des premiers scandales qui arrivera dans le futur, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il achète des bitcoins avec de la dette. Il crée de la dette grâce à son entreprise, MicroStrategy, et avec cette dette, il achète des bitcoins et des quantités phénoménales. Qu'est-ce qui va se passer le jour où il ne pourra plus rembourser cette dette, le jour où il devra commencer à vendre des bitcoins en masse? Ce que fait Michael Saylor et MicroStrategy, je considère que c'est très dangereux. Sa stratégie d'achat basée sur la dette est très dangereuse. Et quand je dis que ce comportement relève de la dérive, Pareil, là, euh, pourquoi c'est dangereux? Juste pousser un peu le raisonnement, parce que encore une fois, hein, moi je suis assez d'accord sur le fond. Genre, effectivement, ce qu'il fait, c'est dangereux. Mais déjà, la dangerosité pour moi, c'est pas binaire. C'est pas c'est dangereux ou c'est l'est pas, c'est un spectre. Ça s'appelle le risque. Et effectivement, ce qu'il fait, c'est risqué. Et c'est un risque qui est plutôt élevé par rapport à juste acheter un bitcoin. Euh, et encore une fois, bah pareil, c'est vraiment ouais, de la forme, de la surface, mais il va pas dans le fond. Il explique pas forcément les mécanismes sous-jacents. Par exemple, je vous invite à voir après cette vidéo, c'est la vidéo qu'on a fait en réaction à l'annonce de The Bitcoin Society d'Éric Larchevêque avec Théo Mogenet, où on explique, bah, par exemple, nous on critique The Bitcoin Society de Larchevêque, euh, qui reprend la stratégie un peu de Saylor, et on le fait avec Théo Mogenet, mais on explique ce que c'est, on explique pourquoi c'est dangereux et pourquoi on pense que c'est pas l'idée du siècle. Et on est d'accord, on n'est pas d'accord. Moi, Saylor, l'archevêque ou quoi, je m'en fous. Enfin, en vrai, je pense qu'il y a un monde où ils s'en sortent bien, mais il faut expliquer le pourquoi du comment. Juste dire c'est dangereux, ok, bah ouais, et acheter une action, c'est dangereux aussi, mec. C'est Mhm. débile. Ouais, parce que pour juste le remettre dans le contexte, il parle de Saylor parce que c'est aussi l'un des grands gourous des Bitcoin Maxi avec des scénarios à la hausse monstrueux qui peuvent être entendables. Et, euh, et il a une entreprise justement qui s'appelle MicroStrategy qui a au début lancé pour la première fois l'idée de la Bitcoin Treasury Company, donc le fait d'avoir des bitcoins et d'en accumuler le plus possible et d'en accumuler via au début l'émission de nouvelles en diluant. Attends, parce qu'au début, je me rappelle plus exactement comment il a commencé. D'abord, il a juste acquis grâce à ses réserves. Et ensuite, je crois qu'il a commencé à diluer un peu en mettant des nouvelles actions. Je crois pas qu'il est dilué, il s'est passé directement sur de la dette avec des obligations
d'entreprise. Ok. Je crois pas qu'il est dilué. Et c'est juste, lui, de temps en temps, il revend des actions pour en racheter. Mhm. Mais c'est tout. Et justement, il y a une vidéo qui a été faite il y a pas si longtemps que ça par Grand Temple Bitcoin qui est vraiment bien. Je vous invite à aller la regarder, qui justement va en profondeur regarder aujourd'hui les principes, parce qu'au final, la stratégie qui est mise en place par Michael Saylor, elle a bougé au fur et à mesure. Et ils ont mis en place plein de différents outils et de produits financiers annexes juste à l'action de base qui est le MSTR. MSTR. Et aujourd'hui, au final, ils sont en train justement de s'écarter juste d'un simple levier en émettant de la dette. Et ils font Ouais. des stratagèmes un peu plus complexes. Bon, ça reste toujours sur la première prémisse que Bitcoin va monter progressivement pendant le reste des futures années de au moins, je sais plus, au moins 10% par an en moyenne. Et ils sont en train de solidifier de plus en plus et de réduire le risque. Mm. Et c'est vachement intéressant, et c'est pour ça, même ça, tu vois, il a pas vraiment creusé. Non, et C'est... et je pense sincèrement que pareil, là, je m'avance peut-être, mais je pense qu'il en a aucune idée, hein, des vrais fonctionnements sous-jacents. Hmm. Parce que sa synthèse, c'est quand même, si le Bitcoin baisse, ça va être très dangereux. Mais baisse sous quel prix, pendant combien de temps? Tu sais, en fait, t'as l'impression que pour lui, le Saylor, il a juste fait un levier x 100 et que genre il y a un prix de liquidation et après tout s'arrête, alors que c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Et justement, la panoplie de produits qu'il a développé permet de diluer le risque, permet d'avoir enfin, il y a quand même des mécanismes. C'est pas juste un seuil de liquidation comme quand on ouvre une position de trading. Donc pareil, je trouve que là, d'un point de vue même information qu'il partage, c'est juste faux. Donc c'est relativement à chier, hein. Je pense qu'on peut avancer. C'est juste après, je crois que c'est Ouais. 5 minutes 30, donc peut-être tu peux juste mettre play. Temps, tu verras le Bitcoin à 1 million ou 1,5 million. On sera en train de rigoler. Toi, tu auras raté l'opportunité. C'est ce genre de réaction que vous avez chez les Bitcoiners. Et d'ailleurs, le monde de la crypto-monnaie en général, au-delà du Bitcoin, a développé son propre vocabulaire, comme toutes les sectes d'ailleurs. Vous savez, les fameux to the moon, jusqu'à la lune, on va monter jusqu'à la lune, all in, je suis intégralement investi, je vais faire fois 1000, Inch'Allah, j'ai acheté un shitcoin, un meme coin, et ce vocabulaire n'existe que dans le monde de la crypto. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit j'ai acheté une entreprise de merde, Ah, tu peux mettre. une... Moi, je le trouve assez insupportable, hein. Là- En vrai, Il il me fait rire. m'irrite. Mais parce qu'en même temps, il y a beaucoup de vrai dans ce qu'il dit, mais c'est juste Ouais, ouais, ouais. il mélange les deux, et c'est énervant. Là, il y a tellement de choses qui ont impacté là-dedans. Là, déjà, il y a la dichotomie qu'il faut faire entre Bitcoin et crypto qu'il ne fait pas. Ça, Ouais. c'est la première chose. C'est que, en fait, en plus, il met vraiment Max Kaiser qui passe son temps à tirer sur les cryptos. Donc, c'est vraiment pas le meilleur exemple du mec qui parle de shitcoin ou quoi. Hmm. Déjà, ça pour moi, c'est la première chose. Et en plus, il le fait passer quand même pour un trou du cul avec sa photo et tout. Alors que le mec, c'est quand même un analyste financier qui a une bouteille monstrueuse, qui est arrivé là après beaucoup d'analyses. C'est pas le premier trou du cul qui avait réussi à faire une petite start-up de merde qu'elle avait revendue pour beaucoup, et après il s'est fait plein de thunes avec Bitcoin. Genre, il sort Non, pas mais de nulle surtout que ce qu'il a, pour l'instant, ça marche. Genre, il a acheté du Bitcoin tôt. part. Oui. Aujourd'hui, il est blindé comme un char d'assaut. Genre, en fait, le mec a juste le meilleur track record qui existe. Genre, respecte et ferme ta gueule, en vrai. Derrière, C'est un il délire. met du rouge et tout, en mode le mec est en full perte. Mais oui. Un Alors des que hommes les là, plus c'est, puissants maintenant. mais oui, c'est ça, c'est extrêmement malhonnête. L'exemple est ultra mal choisi. Alors que pour le coup, encore une fois, il y a tellement à dire de juste là-dessus, juste de dire bah ouais, l'écosystème crypto, c'est un écosystème de gens ravagés qui sont attirés que pour gambler. Pour la plupart, c'est juste un moyen de se sentir vivant en faisant du x100 sur des têtes de chiens. Ouais, franchement, ouais, je suis complètement d'accord. Et c'est pour ça que nous, on s'assimile pas à cet écosystème de débiles. Hmm. Mais fait la dichotomie. Et pareil, pour en plus une vidéo où il parle la mort programmée de Bitcoin, qu'est-ce que ça vient foutre là? Ça n'a rien à voir avec Bitcoin. Hmm. Bon, après, c'est pour le contexte, pourquoi pas. Mais est-ce que je trouve en plus, ce qui est Ouais. faux, en fait, tout est faux. Parce que là, il dit oui, quelque chose qu'on a vu seulement dans l'univers crypto. Si, allez, pour l'instant, on fait un pas vers la crypto, on se dit, allez, on est tous dans le même panier parce que c'est ce qu'il veut faire, on l'accepte. Et même dans ce cas-là, je trouve que c'est faux, parce que cette façon de penser
l'investissement et tout, ça vient pas de chez nous, hein. Les premiers à avoir fait ça, c'était bien avant nous. C'était pendant les bulles. Je pense même à, par exemple, la bulle sous John Law en France, quand il y avait eu l'impression je vais redire des conneries, mais les actions d'État qui permettaient d'avoir des Hmm. parts d'entreprises fictives quasiment, qui allaient faire plein d'argent. Au final, ça n'a rien fait. Et les gens, ils gamblaient dans tous les sens. C'était un peu pareil. Et plus récemment, juste avec la bulle Internet, la bulle de 2008, le fameux nom de code des ninjas, les personnes qui avaient no income et no job. Attends, c'était quoi Ouais. déjà? Ouais, c'était ça, no income, no job. C'était les subprimes, enfin ceux qui prenaient des crédits subprime, quoi. C'est ça, genre vous avez juste à aller regarder la... Attends, comment il s'appelle le film déjà? C'est The Big Short? The Big Short. Et vous allez voir que ça vient pas de chez nous. Ouais. Au début, c'est les banquiers qui étaient dans cette dynamique et qui étaient complètement tarés et qui, de toute manière, comme ils avaient aucun risque et qui s'en foutaient, que de toute façon, c'est un peu la pensée de Keynes, quoi. Après moi, le déluge. Bah, ils étaient un petit peu aussi dans cette même méthode de pensée, parce que de toute façon, il y avait l'État qui allait les renflouer. Ils pensaient qu'il y avait aucun risque. Et ils étaient aussi presque dans une secte. Et tu le vois même dans le Loup de Wall Street, où tu vois les mecs, c'est en faisant genre si ça c'est pas une secte. Et ça ils l'ont pas vraiment inventé. Ils avaient ces façons de penser, ces façons de vivre Ils les ont avec toujours, hein. des putes, genre il y avait tout. Et c'était pareil, genre tu vendais ce qu'on appelait des penny stocks. C'était des actions de merde. En fait, c'était l'équivalent de nos shitcoins à nous. Et c'était exactement le même principe. C'était que Mais je suis même pas il y a juste un point où je suis pas d'accord avec toi, c'est qu'au moins, enfin, nous, si on s'inclut dedans, c'est officiel. C'est de la merde. Genre, c'est vraiment, tu sais, parce que les penny stocks, tu peux donner l'impression qu'il y a un sous-jacent, il y a des vraies entreprises. C'est que nous, quand t'achètes une tête de chien et qu'on appelle ça un meme coin, c'est écrit. Genre, c'est de la merde. je suis à moitié d'accord. C'est que nous, on a passé un niveau de folie supplémentaire. C'est peut-être aussi Ouais. parce que Ah, mais je dis pas que c'est bien, hein, mais... est en train un peu aussi de s'effondrer et qu'on est en train de perdre, on commence à s'en battre les couilles. Mais à l'époque, ouais, il y avait une asymétrie un peu d'information où justement les mecs je sais plus comment elle s'appelait, la Ocam, je sais plus comment elle s'appelait, la boîte du milliard. La première boîte, oui, ouais, j'ai pas le nom. Vous allez regarder et ils faisaient croire voilà qu'il y avait un sous-jacent, que c'est une entreprise qui allait marcher. En gros, ils mentaient un petit peu à leurs clients. Ils parlaient avec des personnes pas mal assez crédules et c'est exactement ce qui s'est passé au début avec les cryptos. On essayait encore de faire croire qu'il y avait quelque chose. On disait voilà, il y a un board de mecs qui viennent de la NSA, de la NASA. Il y a un mec qui était au gouvernement, dans une des entreprises des GAFAM. Mais on essayait voilà de te faire acheter un truc qui valait rien. Et je pense que la plupart en étaient bien conscients. Et au fur et à mesure, en fait, c'est rentré, on a appris, mais on a continué. On s'est dit, en fait, on va aller plus loin que ça et on va se mettre à acheter des trucs, des têtes de chiens et tout. Mais voilà, tout ça pour dire que bah, c'est pas que c'est chez nous. Si on fait rentrer Bitcoin avec les cryptos, et en plus, c'est même pas le cas. Et c'est pour ça que souvent, bah, tu as le parcours du héros, et le mec commence shitcoiner, finit broke, puis après, il voit la lumière s'il fait le boulot et il finit dans Bitcoin ou au moins bah, il se pose des questions sur le système, il se dit qu'il y a une merde et puis je sais pas, il réalloue son capital, il comprend des choses, il comprend où est le risque. Parce que Mm. justement, on en parlera plus tard, mais lui part du principe qu'il n'y a pas de risque dans ses Ouais. investissements. Et d'ailleurs, en parlant de me remettre en question le système, tada! Je vous invite à tous, voilà, vous faites une pause dans cette vidéo, vous allez sur le premier lien dans la description et vous cliquez sur la boutique de Consensus Network pour acheter ce livre. Pourquoi l'acheter? Parce que, c'est notre partenaire qui a fait la traduction donc, du livre de Lynn Alden qui s'appelle Broken Money à la base et qui vous explique pourquoi le système monétaire est défaillant et comment on pourrait l'améliorer. D'ailleurs, à l'observateur, si tu regardes cette vidéo, envoie-nous un message et on te l'enverra gratuitement. Je pense que c'est un livre dont tu as vraiment besoin pour comprendre Bitcoin, parce que visiblement, c'est un peu ce qui manque dans ta carte. Donc, c'est un livre qui est hyper intéressant. Si vous avez un doute, que vous ne savez pas trop à quoi vous attendre, après cette vidéo, je vous mettrai une fiche. On a justement fait une traduction d'une vidéo de Lynn Alden, l'auteur de ce livre, qui explique et qui résume en 30 minutes son propos. La vidéo est vraiment très bien. Donc allez la voir si vous avez besoin d'être convaincu. Et sinon, vous faites un tour dans la description. Vous avez moins 10% avec le code HowToBitcoin.
Ça nous soutient, ça soutient les copains de chez Consensus. Et en plus, il y a plein d'autres livres, hein, donc ne vous limitez pas à lui. Ça fera des très bons cadeaux de Noël. Là, si vous commandez, il y a moyen que vous les receviez avant, normalement. Et c'est un Donc, bon livre en plus pour bitcoiniser les gens, parce qu'au final, ça parle pas de bitcoin. ouais, Donc, vous pouvez faire glisser le truc et dire oui, c'est un livre d'économie et d'histoire de la finance et de la monnaie. Et au final, on arrive juste à la fin à la conclusion bah, qu'il y a un problème et qu'il faut peut-être chercher une solution et que Bitcoin est bien trouvé. Et j'ai un doute si même Bitcoin est mentionné dedans. Peut-être c'est vraiment juste à la toute fin. je crois que c'est très léger, ouais. Je me souviens plus. Et en plus, c'est une préface d'Alexandre Stachenko qu'on a déjà reçu ici. Donc vraiment, il y a que du bon dedans. Et on a même, allez, si vous voulez aller encore plus loin, on a même une petite vidéo qu'on avait fait avec Lynn Alden, justement l'auteur du livre, il y a 2 ans, avec Victor qui parle un anglais limpide. C'est une petite pépite. Donc voilà, vous avez plein de choses à faire. Nous, on va continuer cette vidéo, mais voilà, notez-vous pour après, c'est important. Des startups, c'est de vraies entreprises, c'est pas des shitcoins. Les gens qui ont investi sur Amazon au moment opportun, oui, ils ont fait x100, x200, x1000. Mais Amazon, c'était une entreprise avec un potentiel. C'était le début du business en ligne, le début de l'achat de masse en ligne. Quand tu investis sur un shitcoin avec une tête de chien dessus, on parle pas de la même chose. Là, c'est chaud d'être aussi con quand même, hein. Ouais, parce qu'en plus, c'est vraiment un salaud parce qu'il fait un effet là de Halo où il met une tête de chien à côté de Bitcoin. Il dit bon, au final, c'est la même chose. C'est pas Ouais. les mêmes projets. Et en plus, genre, tout est mensonger parce que tu vois, là, il parle justement de Amazon et il te fait croire qu'à l'époque, bah, en fait, c'était évident que tu mettais dans Amazon et tout allait bien se passer. Et que surtout à l'époque, tout était backé genre derrière chaque action et entreprise qui allait être cotée en bourse, il y avait une vraie entreprise derrière. Ouais, du coup, pourquoi il y a eu une bulle, du coup? C'est ça. Comme c'était seulement quelque chose qu'on avait retrouvé chez les cryptos, alors que c'était vraiment, genre quand tu écoutes les reportages a posteriori de ce qui s'était passé, tu avais des entreprises qui se vendaient pour des millions, des centaines de millions pour un PowerPoint, quoi. Et Ouais. il y avait rien. Et c'était exactement pareil. Et justement, il dit, c'était le début de l'achat en ligne et ce genre de choses, mais la plupart des gens étaient sceptiques, n'y croyaient pas, de la même manière qu'aujourd'hui, quand on avance le- la théorie comme quoi on pourrait, et la pratique, que aujourd'hui Bitcoin bah, peut remplacer euh, plus ou moins bah, l'ensemble des monnaies, bah oui, on se fout de ta gueule, mais derrière, bah, il y a un projet, il y a quelque chose qui est possible, qui marche déjà, dont tu peux déjà te servir. Donc c'est pas juste du vent. Si on enlève le cas de comment ça s'appelle du Doge et de la tête de chien, tu t'échanges, mais au final Mm. même ça, ouais, ça marche, que tu le veuilles ou non. Après, t'es pas obligé de garder la tête de chien, tu peux le revendre contre quelque chose dont tu n'as plus confiance. Mais au moins en tant qu'outil de paiement et pouvoir transacter des choses, bah ça marche, que tu le veuilles ou non. Ouais, non, mais c'est fallacieux parce que c'est vrai qu'il fait vraiment un amalgame où en gros, tu sais, pendant la bulle Internet, t'achetais, peu importe ce que t'achetais, c'était backé par du réel. Mais en fait, si ton truc finissait par valoir zéro, c'est que il n'y avait pas de réel derrière. Et c'est ce qui s'est passé. Amazon, c'est l'ultime exception. Enfin, en plus, il a vraiment pris le meilleur. Enfin, c'était 1 sur 1 million. Hmm. C'est pas la moitié des boîtes ont fait comme Amazon. Et puis moi, pour moi, il y a une négation du réel qui est totale. C'est qu'à partir du moment où la Bitcoin existe, marche et est capitalisée entre 1 et 2 trillions, il y a un moment, il faut deal avec la réalité, il faut arrêter de vivre dans une grotte. Ça marche. Je dis pas que c'est une monnaie mondiale, hein, même si en soi, c'est quand même un peu le cas. Mais elle s'assoit à la table des plus grandes monnaies actuellement. Voilà. Et surtout que, je sais plus, enfin, de toute façon, on va le voir après, mais il l'attaque toujours pas sur ses principes monétaires. À la limite, tu vois, je préfère un Stéphane Gers qui commence direct en disant, pour moi, ce n'est pas une monnaie, pour telle ou telle raison, même si je suis pas du tout d'accord avec ses arguments, mais là, en fait, c'est de l'homme de paille pur. C'est qu'il compare ça à des entreprises, et d'ailleurs, il va le continuer, ce qui n'est pas vraiment le propos en soi. Milliards. Mais comment je prends ma part de ces milliards? Je vois Microsoft faire des milliards. Comment je fais? Moi aussi, je veux croquer. Moi aussi, j'en veux un peu. Eh bien, achète des actions. C'est ça l'actionnariat. Et c'est accessible à tout le monde. Donc, arrêtez de vous plaindre. Éduquez-vous. Et éduquez vos enfants. L'éducation financière, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez leur faire. Éduquez vos enfants. Et ça passe par les parents, parce que l'école va en faire des moutons. Ouais. Là, juste après, il va dire oui.
Mais genre, parce qu'en fait, là, il faisait le cas de l'entreprise et il expliquait pourquoi l'entreprise, c'est quelque chose de simple à expliquer, de simple à comprendre pourquoi tu gagnes des revenus avec les dividendes et tout. Parce que voilà, il y a une vraie activité derrière, ça fonctionne, ça Oui, produit des choses et tu peux gagner de l'argent avec ça parce que tu prends juste une partie de la propriété de l'entreprise et donc de ses gains. Et voilà, c'est simple à expliquer à un enfant. Et derrière, après, il va dire, oui, mais papa, Bitcoin, pourquoi tu en achètes? Et là, le père, il dit, oui, mais c'est pour devenir riche. Et puis voilà, c'est l'explication à la con. Et ce que je trouvais intéressant, attends, je reprends juste mes notes. Ouais, en gros, bah, non, mais en fait, il n'y a plus grand-chose à dire. C'est juste qu'il en fait, compare. non, mais moi, il y a deux points hein, dans ce qu'il dit. C'est que déjà, du coup, il insinue que Bitcoin c'est compliqué et que c'est pas simple à expliquer à un enfant comme Coca-Cola. Je suis pas Hmm. d'accord. Genre, en vrai, je suis pas du tout d'accord. T'expliques à ton enfant, bah, tu vois, cette pièce que t'as dans ta poche, bah, tu peux l'échanger contre une paire de chaussures ou, je sais pas, une baguette. Bah voilà, ton Bitcoin, c'est la même chose, mais sur Internet. Bon, bah voilà, t'as expliqué Bitcoin. En fait, c'est juste qu'il y a un moment, faut mettre les choses au même niveau. Oui, c'est sûr que si tu veux expliquer le protocole et le langage script utilisé, le problème des généraux byzantins, oui, c'est compliqué. Mais en attendant, il est pas en train enfin, pour expliquer Coca-Cola, il exprime pas la formule chimique de Coca-Cola, leurs calculs financiers, tous les mécanismes de fusion-acquisition qu'ils font, comment ils sont cotés. Bah non, c'est juste à niveau d'explication équivalente, c'est tout aussi simple, voire plus simple. Donc, je trouve ça fallacieux. Et c'est dommage parce que là, par contre, il fait une bonne conclusion où il explique que l'État et l'école vont rendre vos gosses débiles. Ça, par contre, on est complètement d'accord. C'est la responsabilité des parents d'éduquer financièrement. L'école ne le fera pas, voire va les endoctriner et les rendre teubés. Par contre, n'écoutez pas non plus l'observateur, visiblement, parce que vous n'allez pas les rendre non plus hyper intelligents ou au moins ouverts à des alternatives. C'est Bah, juste ça que je trouve l'observateur, regrettable. Hein. ouais. Vous pouvez écouter l'observateur, mais rester critique, et puis aller voir d'autres contenus Les qui nôtres. critiquent souvent l'observateur, et ainsi de suite. Et c'est tout là le problème de l'école, c'est que bah, normalement, tu es un peu enfermé dans un seul logiciel de pensée que tu penses objectif. Et Objectif. Ouais. Ouais, et puis bah, le seul truc, c'est que je pense qu'en fait, nous, on est l'objectivité incarnée, vu que personne nous critique. On vient d'inventer un théorème, je te jure. ouais, c'est triste parce que vraiment là, on pourra mettre peut-être le passage juste après, mais oui, il résume Bitcoin. En fait, c'est juste j'ai envie de devenir riche, j'en achète. Ouais, il a pas fait le boulot ou je sais pas, c'est triste quoi. Juste pour sa communauté, je trouve ça triste. Ouais, et puis c'est quand même un peu un manque de respect, parce que, genre, ou en fait, non, pour moi, c'est un ego surdimensionné, parce que ça veut dire qu'il y a des millions de gens dans le monde qui achètent ce truc, qui en parlent. Ça commence, c'est plus un truc de niche, et lui, il est en train de dire hop, 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 hop. Vous êtes juste débiles. Genre, tous ces gens-là, c'est complètement con. Genre, il n'y a pas une personne dans ce monde qui a fait une recherche dessus et qui a peut-être compris quelque chose. Et je trouve ça dommage, mais bon. Je connais pas ses intentions, donc je vais pas lui en prêter. Et On va pour juste. reprendre un peu juste sa manière de penser, là, il dit ouais, bah, justement, ce que je trouvais intéressant, c'est comment sortir un peu du logiciel de gauche. C'est comme ça qu'on en est arrivé là. C'est de se dire oui, genre quand tu es de gauche, tu vois tous ces gens qui font de l'argent, qui font des choses, et tu as juste des mauvais sentiments envers eux, genre comment Du ressentiment. ouais, du ressentiment envers eux. Et au lieu de ça, bah, tu devrais te dire, genre, juste, bah, comment j'ai la même chose qu'eux? Qu'est-ce qu'ils ont compris que j'ai pas compris? Et justement, bah, c'est en ayant des actions, en participant, bah, au capitalisme. Et, euh, et dans Bitcoin, l'idée, c'est pas d'avoir des rendements, des dividendes. C'est juste, au final, arrêter que quelqu'un croque sur ce que tu possèdes, justement. Et celui qui croque en permanence sur ta monnaie et sur tout ce que tu possèdes, justement, c'est l'État. Et c'est l'idée derrière. Et ça, il en parle absolument pas. Il parle pas de l'inflation. Il parle de rien. Ouais, Et et puis. Ouais, vas-y. non, 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 mais il y a rien de plus à dire. Et puis, il y a aussi un truc, moi, qui me dérange, c'est que on dit souvent Bitcoin is for enemies. Donc, ça veut dire que lui, c'est quand même un très mauvais financier s'il a pas du tout de Bitcoin. En oubliant tous les principes sous-jacents et tout, si ton but, c'est quand même de gagner de l'argent, de t'enrichir, et ça a quand même l'air d'être un capitaliste convaincu, si il le déconseille fondamentalement, c'est juste pas un bon investisseur, parce qu'aujourd'hui, le vrai risque de toute personne qui veut voir son patrimoine grossir et se protéger, c'est d'avoir une part négligeable ou pas de Bitcoin.
Ne pas en avoir, c'est le pire calcul financier que tu puisses faire. Aujourd'hui, même des BlackRock recommandent à 5 à 10% de Bitcoin. BlackRock, c'est pas non plus le truc de plus de niche au monde. Bah voilà. Donc même ça, j'ai pas l'impression qu'ils le mettent en avant. C'est assez dommage pour ces auditeurs. T'achètes du Bitcoin. Je te vois mettre toutes les économies de la famille dans le Bitcoin. Pourquoi tu fais ça? Ben, le père, il va répondre, ben, c'est pour devenir riche. Et le gamin de 11 ans, il est curieux. Il va dire, mais comment? Le Bitcoin, c'est comme Coca-Cola. Ça produit des trucs, ça vend des bouteilles, de la gazouze, ça vend des trucs. Et le père, il va dire, non, non, Bitcoin ne produit rien, mais il monte. Il monte, il monte, il monte. Et le gamin, il est là, mais pourquoi ça monte? Et le père, il répond, parce que les gens comme moi achètent. Et le gamin, il est là, pourquoi ils achètent? Et le père, parce que ça monte. Et le gamin, pourquoi ça monte? Parce que les gens achètent. Pourquoi ils achètent? Parce que ça monte. Et là, en fait, ce que tu es en train d'expliquer à ton fils, c'est la pyramide de Ponzi. À partir de là, tu es en train d'expliquer à ton fils que tu es dans une pyramide de Ponzi. Tu as mis les économies de la famille dans un Ponzi. Et le Ponzi n'est même pas la chose la plus grave avec le Bitcoin. Bon, je pense que là, ça sert à rien d'épiloguer 3 heures sur ce qui est dit. Ça rejoint ce qu'on venait de dire juste avant. Vraiment, l'analogie du Ponzi. En fait, c'est dommage parce que tu peux le faire intelligemment, mais c'est vraiment la pire des façons. C'est que déjà, stricto sensus, c'est pas un Ponzi parce qu'il n'y a pas d'intérêt versé. Donc en fait, j'ai envie de dire, c'est faux factuellement, parce qu'un Ponzi, tu promets un taux d'intérêt et les nouveaux entrants permettent de financer les intérêts que tu verses aux anciens. Ce qui n'est pas le cas de Bitcoin. Il y a pas de flux qui est généré et qui est versé aux anciens. Donc la réalité, c'est que Bitcoin, la seule personne, entre guillemets, qui ressortira avec rien du tout, c'est le dernier à sortir, en fait. En fait, si tout le monde vend, bah, ça va faire baisser le prix comme n'importe quel actif, mais il y aura toujours une liquidité jusqu'à ce que plus personne n'en veuille. Mais ça, c'est pas la définition d'un Ponzi, c'est la définition d'un actif dans lequel les gens perdraient confiance. Mais c'est pareil pour n'importe quoi. L'or, c'est la même chose. Enfin, n'importe quelle matière première qui ne génère pas quelque chose en dehors de ce qu'il est. Donc, c'est le cas des matières premières en général. Les entreprises, c'est différent parce qu'il y a un appareil productif qui peut produire, même si les gens continuent à vendre. Mais dans ces cas-là, en fait, sinon, on peut s'accorder sur sa définition de Ponzi et dire, bah, en fait, tous les actifs financiers sont des Ponzi. Mais en fait, Bitcoin diffère en rien de ces actifs. Les gens achètent des actions parce qu'ils pensent que ça va monter. Ça s'appelle spéculer et ça s'appelle juste l'action humaine. Enfin, on peut le résumer quasiment aussi simplement que ça. Il fait passer ça pour un truc de mongol, comme si les gens ils achètent Coca-Cola parce qu'ils pensent qu'en fait ils sont super productifs de je sais pas quoi. Non, c'est parce qu'ils ont une espérance de gain futur et après ils mettent derrière toutes les raisons qu'ils veulent, peu importe. Mais c'est ça que tu fais avant tout. Personne, en fait, c'est comme ils essaient de nous faire croire que des gens achètent des actions en se disant ça va baisser ou ça va pas monter. Si on prend son raisonnement par l'absurde, en fait, ça tient juste pas. Long terme avec le but ultime d'apprendre aux profanes comment partir de zéro et se constituer une solide culture financière. Donc ce format est disponible sur une toute nouvelle page Patreon et aussi sur une toute nouvelle page Spotify. Et je vous invite à écouter l'introduction et le premier épisode qui sont disponibles gratuitement. Ça vous donnera une idée de ce projet. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Quel est, selon moi, le talon d'Achille dont on parle peu, mais qui mettra fin au Bitcoin? Et en réalité, il y en a deux des talons d'Achille qui sont étroitement liés. Le premier, c'est la sécurité, et le second, c'est la transmission. Et vous allez me dire, comment ça l'observateur, la sécurité? De quoi tu parles? Le Bitcoin, c'est le truc le plus sécurisé qui existe. Eh bien, justement, il est trop sécurisé, et il ne faut pas confondre système de sécurité et sécurité absolue. Ce qu'on recherche, en fait, c'est un système de sécurité. Si tu mets quelque chose derrière un mur sans porte et sans fenêtre et tu penses que tu l'as sécurisé, tu n'as pas compris le concept même de sécurité. La sécurité, ce n'est pas un concept absolu, mais c'est un écosystème. Au final, là, il va creuser le sujet et faire des métaphores pendant pas mal de temps. Mais en gros, là, il y a son point pour la vidéo et pourquoi Bitcoin va mourir, qui s'articule en deux choses. Il y a justement cet aspect de la sécurité. Et donc, lui arrive à la conclusion qu'en gros,
Bitcoin est trop sécurisé et donc dans le temps long, il y a un moment où tu vas toujours finir par les perdre. Donc, Ouais. parce que le système est ainsi fait que si tu perds tes clés ou elles sont brûlées ou il y a n'importe quel accident qui arrive, bah, tes bitcoins vont disparaître et donc il n'y aura pas de transmission. Et il met un accent là-dessus, c'est que pour lui, bah, voilà, la civilisation se crée sur la transmission et que créer un système autour duquel bah, la transmission est impossible, voire presque impossible, c'est voué à l'échec. Et que si on couple ça, après ils vont en parler, euh, le fait qu'au fur et à mesure, Bitcoin s'institutionnalise et qu'on se retrouve avec des proxys pour obtenir du Bitcoin comme l'IBIT de BlackRock et les autres ETF, bah, au final, au fur et à mesure, l'offre disponible vraiment chez les utilisateurs finaux qui l'utilisent vraiment, elle va diminuer et elle va augmenter chez BlackRock et les autres qui les possèdent pour nous. Et donc, ils vont pouvoir contrôler le système, ils vont faire le prix qu'ils veulent et ils vont détruire Bitcoin. Et de l'autre côté, nous, on ne possédera rien. On l'a vu plein de fois, Il y a ce beaucoup truc. de points. Il y a beaucoup de points là-dedans quand même. Ouais, Parce que pour moi, le premier là que tu soulignes, c'est le dernier. Enfin, le dernier, c'est la concentration chez les gros. Pourquoi pas? Effectivement, c'est un point qu'on a déjà soulevé. C'est pour ça qu'on incite les gens à la self-custody. C'est-à-dire qu'en fait, détenir du Bitcoin chez BlackRock, tu possèdes une exposition au prix. C'est bien, hein, c'est un très bon actif, mais tu perds toutes ses propriétés. Ce qui n'est pas l'objectif de détenir du Bitcoin. Après, d'un point de vue purement objectif, détenir du Bitcoin en propre, c'est pas non plus pour tout le monde dans n'importe quelle condition. Donc si ton but c'est juste bah, de faire un peu de plus-value parce que tu as juste un objectif purement financier et que la souveraineté ça te fait chier, bon pourquoi pas, c'est pas déconnant. Il y en a pour qui c'est un bon outil et très bien. Bon, la proposition de valeur de Bitcoin, elle intéresse des gens. La preuve, on est là, ça nous intéresse, on détient des Bitcoins en propre. C'est le cas de millions de gens dans le monde, de centaines de millions. Et en fait, nier ça, encore une fois, c'est nier le réel. Oui, il y a une proportion peut-être plus grande de gens qui en détiendront via BlackRock, et alors? C'est pas un problème. Tant qu'il y a des gens qui veulent utiliser Bitcoin pour ce qu'il est, c'est-à-dire un actif incensurable qu'on peut se transmettre en pair à pair en ayant la pleine possession, ouais, on s'en fout. Pour moi, ça, c'est encore une fois, c'est un faux sujet. C'est un faux débat. Il y a aussi le point que tu as souligné sur le fait que Bitcoin, du coup, est trop sécurisé et qu'on va pas se le léguer. Alors ça, j'ai rarement entendu un truc aussi con. Bah, franchement, hein, ça pour moi, c'est une démonstration d'un. Je vais encore être méchant, hein, mais sans de QI max, hein, c'est QI à deux chiffres, parce que son argumentaire, on va pas le laisser parler, les gens iront vérifier, mais pour paraphraser, c'est en gros, vu que Bitcoin est basé sur une seed phrase, une phrase de récupération de 12 à 24 mots, si c'est perdu, les gens peuvent pas le récupérer. Donc, un système bancaire est supérieur parce qu'il y a des moyens d'avoir des backups, de les transmettre, faire des trucs chez le notaire. Enfin, il y a plein de processus légaux. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire avec Bitcoin? C'est juste, t'as le droit de le faire. C'est chacun fait ce qu'il veut. T'as le choix. C'est juste ça la merveille du truc. C'est que si tu veux mourir et t'enterrer avec, tu peux. C'est un peu con, mais why not? Mais sinon, tu peux aller chez un notaire, écrire un testament, un protocole de récupération de tes bitcoins, ou juste donner une copie des clés à ta femme, tes enfants ou ton voisin, si tu as confiance en eux. Tu peux même avoir plein de mécanismes. Et d'ailleurs, petit teaser, ce sera l'objet de formation qu'on va vous proposer très bientôt parce que c'est des sujets hyper compliqués, hyper touchy, qu'il faut pas faire ça n'importe comment. Et donc, voilà, teaser 2-3 mois avant, on prépare depuis quelques temps assez secrètement une plateforme de formation complète avec justement de quoi traiter de tous ces sujets pour que vous puissiez le faire dans de bonnes conditions et pas n'importe comment. C'est pour ça qu'on répète que c'est pas pour tout le monde. Donc, on essaiera de vous mettre des liens et de communiquer pour que vous puissiez vous inscrire. En vrai, on peut vous mettre déjà un lien. Vous verrez, on vous le mettra dans la description. Comme ça, vous pourrez déjà au moins faire partie de la liste des personnes qui recevront les annonces quand elles arriveront. Et surtout, ça vous permettra d'accéder à l'intégralité de la plateforme à un prix complètement dérisoire à sa sortie, parce qu'on recherche des power users et des ambassadeurs. Donc voilà, vous pouvez mettre votre mail. On va pas du tout vous spammer, hein. On vous enverra un mail ou deux d'ici quelques mois. Et ça vous permettra d'avoir des accès exclusifs. Et puis même, on pourra discuter vraiment ensemble de ce que vous attendez, des fonctionnalités qu'on peut rajouter.
Donc, n'hésitez pas au passage. Tu voulais dire un truc? Ouais, tu disais justement, bah, même pour la plateforme, que Bitcoin n'est pas pour tout le monde. Non, tu disais que la self-custody n'était pas pour tout le monde. Le fait d'avoir, voilà, ces Bitcoins en propre sur sa clé. Mais l'avantage de Bitcoin, c'est que bah, c'est un programme informatique distribué et c'est vraiment la couche de base. On veut que la couche de base soit la plus simple et efficace. Et donc, c'est juste, tu perds tes clés, tu perds tes fonds. C'est tout. De la même manière que quand tu possèdes des billets, de l'or, ce genre de choses, c'est la même chose. Hein. Tu perds tes lingots, ce genre de choses, ils tombent au fond de l'eau. Surtout si, je sais pas, tu es dans l'océan, bah voilà, ils sont perdus à jamais. Bon, c'est pas exactement pareil parce que, je sais pas, tu te les fais voler, tu peux mettre en œuvre des systèmes pour que quelqu'un ait les récupérer. Bitcoin, c'est pareil, hein. C'est pareil dans ce sens-là, mais si le voleur il arrive et te les prend et qu'ensuite, bah, malencontreusement, il nique les clés ou ce genre de choses, là ils sont vraiment perdus. Avant que ça arrive avec de l'or, ce genre de choses, c'est plus compliqué, c'est vrai. Parce qu'il faudrait le faire fondre, le faire émietter ou j'en sais rien, mais ça serait une grosse galère. Il y a ces subtilités-là, mais dans le fond, Bitcoin, il offre avec des couches de logique supérieures un éventail de solutions qui est très grand au final. Mm. Tu peux choisir d'avoir des systèmes intermédiaires avec des tiers qui vont posséder une partie des clés, qui vont rentrer dans la sécurisation de tes fonds. Tu peux même ne quasiment pas du tout les posséder et faire confiance à quelqu'un d'autre. Et que ce soit une banque, on aura bientôt des banques Bitcoin, on peut dire qu'un ETF, c'est quasiment le cas. Sauf que l'ETF, pour récupérer vraiment les fonds, bah, c'est pas possible, il faut les revendre. Donc dans ce moment-là, c'est un peu de la merde. Mais par exemple, s'il y avait genre juste bah, l'équivalent d'un Binance, Book Bitcoin ne le fait pas, mais d'autres plateformes où tu peux laisser tes fonds dessus, bah, ça revient à avoir une banque où bah, après tu les récupères. Sauf que bah, c'est pas la proposition entière totale de valeur qu'a Bitcoin, qui est de pouvoir être sa propre banque, de pouvoir faire tout ce qu'on veut sans demander la permission à personne. Mais voilà, ça dépend des affinités, de là où tu te trouves, de est-ce que tu penses vraiment de ton niveau de compréhension des risques que tu encours à faire confiance, et en fonction aussi de l'endroit où tu te situes. Par exemple, si tu es dans un pays ultra libertarien dans lequel tu as confiance et tu te dis bah, l'État va pas te la mettre à l'envers avec la banque, bah ouais, pourquoi pas, tu les laisses à la banque. Et puis si tu sens que ça commence à chauffer, bah t'arrêtes, tu vois, il peut y avoir un éventail de solutions et même tu peux bah, en posséder une partie à la banque, une autre en fonds propres, une autre part. C'est pas obligé de mettre tous tes œufs dans le même panier. Mm. Bah, en fait, lui, de toute façon, enfin, j'allais dire, il a un mauvais raisonnement, mais j'ai l'impression qu'il a une absence de raisonnement tout court. Mm. C'est-à-dire que le mec, en fait, il est en train de résumer Bitcoin à une bande de gogoles qui ont des millions sur des clés et qui s'enterrent avec parce qu'ils finissent sous un bus ou qui meurent trop vieux et qu'en gros, bah là, il va y avoir des générations de gens qui vont mourir avec. Mais mec, c'est quoi ce niveau de raisonnement débile? Enfin, en fait, et pourtant, il a l'air d'être, tu vois, libéral dans son discours. L'État ne vous veut pas du bien. Formez-vous, responsabilisez-vous, etc. Et le mec, il part du principe. Déjà, il a une méconnaissance des bitcoiners, dont la majorité, bon, la majorité peut-être pas, mais beaucoup sont libéraux et prônent en tout cas la responsabilité individuelle, même s'ils sont de gauche, en réalité. Et en fait, comme si nous, on nous avait soustrait cette capacité d'être responsable. Et en fait, j'ai envie de dire, au pire, ceux à qui ça arrive, et alors? Ça fera juste monter le prix de Bitcoin, hein, d'une certaine façon. C'est pas dramatique. Et penser que ça va être une majorité de gens où à la fin on va se retrouver avec un demi-Bitcoin parce que, enfin, j'ai envie de dire si c'est ce cas-là, c'est que Bitcoin devait finir comme ça et qu'on est juste trop con, mais c'est pas un scénario en tout cas cohérent et possible. Donc c'est un argument débile. Et si on fait la rétrospective du coup du premier argument qui sort, où en fait Bitcoin est un système ultra sécurisé, mais que derrière, bah, en fait, il faut se protéger soi, etc. Ouais, oui, effectivement, mais c'est comme pour des lingots d'or, etc. C'est la même chose. C'est une question de responsabilité individuelle et où tu places le risque. Si tu penses que tu as plus de risques d'avoir tes 10 millions à la banque pour X ou Y raison que de les avoir sous ton matelas en lingots d'or ou sur une clé, bah fais l'arbitrage que tu veux. Si tu fais un moite-moite, peu importe.
mais c'est une question de responsabilité et c'est pas un problème inhérent à Bitcoin. Genre le système bancaire est certes plus antifragile là-dessus, plus sécurisé, parce que si quelqu'un vient de braquer, c'est très difficile de te récupérer tes fonds sur ton compte bancaire. Ça reste possible d'une certaine façon, ce qui est beaucoup plus simple avec Bitcoin. Mais et alors, c'est pas un argument, c'est juste ta tolérance au risque et ton appréciation dans ton environnement. Et puis voilà. Enfin, je vois encore une fois, c'est un homme de paille. C'est pas un problème. Je pense qu'on a à peu près cadré tout. Il y a d'autres conneries encore qui racontent, on pourrait y aller. Il y a le caractère un petit peu anti-système de Bitcoin qui remet aussi en question, qui est assez intéressant. Ce qui est terrible, c'est qu'à aucun moment donné, je crois qu'il parle de Bitcoin en tant que monnaie, qui est quand même sa première proposition. Il en parle justement un petit peu là sur la fin, tu pourrais peut-être le mettre, c'est sur quand il parle de Ross Ulbricht, Ulrich, le, ouais. ouais, le créateur de Silk Road, qui était une plateforme d'achat et de vente de n'importe quoi. Et encore n'importe quoi. Il était quand même libertarien, un petit peu conservateur, donc il autorisait pas, je crois, les enfants. Je crois qu'il n'y avait pas non plus de tueurs. Mhm. C'est un petit peu limité. Euh, et en fait, lui, il dit, en gros, même le caractère anti-système qui est de se dire, vas-y, je peux l'utiliser parce que, genre, je pourrais jamais être retrouvé, c'est complètement anonyme, et en final, ça serait faux, on peut à tout moment te retrouver. Il le remet en question juste parce que le mec était un utilisateur de Bitcoin et qu'il a été retrouvé, il dit, bah, en fait, Bitcoin marche pas. Mais c'est pas parce que le mec sait Bitcoin et qu'il a été retrouvé que Bitcoin ne fonctionne pas. C'est juste que, en fait, quand tu vis dans le monde réel, tu vis pas, tu vis dans le monde réel. T'étais pas seulement sur Internet, t'étais pas seulement Bitcoin. Mhm. Tu laisses aussi des emprunts, tu fais aussi des transferts bancaires, tu as aussi un logement, tu as aussi des choses. Genre, tu as une vie à côté. Et oui, bah, tu laisses des empreintes et à un moment, on peut peut-être réussir à caler l'un sur l'autre et puis arriver chez toi et te dire, bah, donne les fonds, donne les bitcoins, tu vois. Mais, Bah, donc, ouais, et puis même lui, il argumente tout ça. On vous met pas l'extrait, hein, on le paraphrase, mais il argumente tout ça comme si Bitcoin s'était mis en avant et acté qu'on disait que c'était anonyme. Personne n'a jamais dit que Bitcoin était anonyme. C'est pseudonyme. C'est voilà, vous transmettez des adresses qui sont des suites de chiffres et de lettres. Donc effectivement, en lisant une adresse, je ne suis pas capable de dire que c'est toi ou c'est moi. Genre demain, tu me montres la même poule avec toutes les adresses, je sais pas qui est quoi. Par contre, si un jour tu m'envoies du Bitcoin, que je vois que c'est cette adresse qui me les a envoyés, moi je peux noter sur un petit carnet, et c'est ce que ce que font les États et toutes les plateformes, dire ok, cette adresse c'est Victor. Et là, du coup, Bitcoin n'est pas du tout anonyme. Je sais que, et si demain je revois des fonds partir ailleurs, je dirais ah tiens, il a dépensé une autre partie de ses Bitcoins. Il n'y a aucune forme d'anonymat et personne ne le prétend. Et ça, c'est le rôle de couche de seconde, des rôles d'utilisation de seconde couche, comme Lightning, qui rajoute de la confidentialité, de sidechain, comme Liquid, plein d'autres processus qui permettent, entre autres, d'anonymiser les fonds et de maintenir une confidentialité plus élevée. Mais un, c'est pas la proposition de valeur de Bitcoin en soi. Et deux, personne ne prétend que c'est anonyme. Donc c'est encore un homme de paille. Et en plus, comme tu l'as bien dit, c'est pas parce qu'il y a un mec qui se fait retrouver avec Bitcoin, et d'ailleurs ça arrive tous les jours, que c'est la démonstration que ça marche pas. Parce que sinon on aurait retrouvé Satoshi, hein, concrètement. Si, si c'était pas le cas. Donc même ça, c'est un argument de merde. ouais, c'est vrai que c'est le mec qui est le plus recherché peut-être aujourd'hui, il a jamais été retrouvé. Bah bien sûr. C'est l'un des mecs les plus riches du monde quand même, Satoshi, hein. Faut pas oublier que c'est en principe, enfin que ce soit un homme ou un groupe de personnes, c'est quand même censé être les personnes les plus riches du monde et on n'est pas foutu d'avoir une idée de qui c'est. Enfin, il y a des suppositions. Donc c'est quand même la preuve que si tu veux, ça marche. Voilà. Après, je pense que c'est en partie lié au fait que Satoshi a disparu et que justement, il n'est plus dans le monde, il est sûrement plus dans le monde réel aussi. Sûrement que s'il était encore vivant, on l'aurait retrouvé. En tout cas, c'est ma thèse. Mais ouais, en gros, je pense que là, ça sert à rien qu'on se refasse toute la vidéo. On a abordé à peu près tous les sujets. Il y a un En fait, moment où il parle. Ouais. tu voulais mettre un autre extrait ou pas? C'était le moment où il parle de la rémunération des mineurs et de la sécurité. Ah, ok, vas-y, vas-y. Puis après, il y aura juste la Je... conclusion que je trouve marrante. Vas-y, Vas-y, bah
Ok, bah on peut se faire ça dans l'ordre. Et la perte chez les particuliers de l'autre. Sans parler de l'autre danger qui est inscrit depuis le départ dans l'ADN du Bitcoin, c'est les frais de minage, les récompenses de minage avec les halvings qui arrivent tous les 4 ans, donc qui divisent par 2 ce qu'on gagne en minant du Bitcoin. Et normalement, lorsque la source du minage va s'arrêter, c'est les frais de transaction qui vont rémunérer la blockchain. Sauf que si la liquidité chute, il y aura de moins en moins de transactions, donc de moins en moins d'argent, et ça ne sera plus intéressant pour les mineurs de sécuriser le réseau. Les mineurs vont éteindre leur machine. Ils vont se dire, ça sert à quoi? Déjà, je paye 1000 euros d'électricité pour gagner 100 euros de Bitcoin. On imagine qu'on est dans 20 ans, 30 ans. Hein. Les mineurs ne gagnent presque plus rien, ça ne vaut plus le coup. Et il n'y a même plus assez de volatilité et de transactions. Moi, je l'arrête parce que il est juste complètement con en fait. Et le mec, toutes ses prémices. En fait, le mec, il part de prémices comme ça, il pose et après il découle à un raisonnement. Mais oui, bah moi aussi je peux inventer des mondes fictifs pour tout et dire bah dans ce cas-là ça marche pas. Ouais, ça s'appelle un scénario pessimiste. En fait, le mec te présente le scénario pessimiste comme une réalité. Au lieu de le faire intelligemment, comme par exemple on l'a fait avec Abdel qui bosse sur Starknet, effectivement, il y a un scénario où le security budget de Bitcoin n'est pas assuré par les frais, donc on peut légitimement dire il y a peut-être une éventualité où ça pose problème. Le mec dit l'activité sur Bitcoin va baisser, le prix du coup va pas non plus continuer à monter, hein, visiblement, c'est une condition sine qua non. Donc les mineurs vont miner à perte. Alors déjà ça c'est une prémisse qui est quand même un peu conne. Hein. Les mineurs vont pas miner à perte indéfiniment non plus. C'est possible de le faire, surtout quand tu es endetté, surtout quand tu as un accès au financement facile. Euh, De quoi? Et c'est justement sa conclusion, c'est qu'il dit qu'ils vont pas miner à perte. Ouais, et donc ils vont éteindre et en gros il y aura plus personne. C'est en oubliant quand même un principe, c'est un peu le principe du dernier survivant qui est décrit, c'est que il y aura toujours quelqu'un pour miner parce qu'il y aura un seuil de rentabilité, sauf si ça tombe à zéro. Donc il y aura toujours des gens qui vont le faire. Et c'est en partant d'une prémisse qui, pour l'instant, n'est pas démontrée. C'est-à-dire que oui, c'est un scénario parmi d'autres. Mais je vois toujours pas l'argumentaire. En fait, c'est dommage parce qu'il aurait pu vraiment bien l'exposer pour le coup. Et là, on aurait pu être d'accord à Hmm. 100%. Ouais, surtout que là, empiriquement, pour l'instant, ça se confirme pas. Les mineurs gagnent toujours plus. Ils gagnent toujours plus en brut. Après, en net, une fois qu'ils ont enlevé tous leurs coûts, en bénéfice, vraiment, il y a plus grand-chose. Parce que justement, en ce moment, bah, c'est dur. Il y a beaucoup de concurrence et puis donc ça fait augmenter la difficulté. Donc ça coûte de plus en plus cher d'en obtenir, mais donc la sécurité, elle a jamais été aussi élevée depuis tous les temps. Genre si genre, c'est inimaginable aujourd'hui, genre la puissance de calcul qui est allouée à Bitcoin, Ouais. genre il y a nulle part dans aucun secteur ça existe. Donc est-ce que Et déjà puis, elle est trop élevée par rapport à vraiment ce dont on a besoin pour sécuriser le réseau, bah peut-être qu'on peut en fait se suffire de 10 fois, 100 fois moins et il sera toujours inattaquable. ouais, et puis juste un truc que je veux juste rajouter là-dessus, c'est qu'il faut pas voir aussi la chose comme une photo à l'instant T, quelque chose de statique. C'est qu'aujourd'hui, on va se dire, bah, c'est peut-être pas rentable de miner aujourd'hui, mais il y en a peut-être qui font un calcul où ils se disent, bah tiens, je sais pas, j'arrive à lever 1 milliard aujourd'hui. Avec ces 1 milliard, je peux acheter des machines. Je peux ensuite passer en frais sur la société l'électricité et tous les coûts, que je vais amortir le reste sur un certain temps. Et en fait, avec ces 1 milliard, entre juste acheter du Bitcoin et acheter de quoi miner pendant, je sais pas, 20 ans, à la fin, je me ressortirai avec plus de Bitcoin et donc je serai plus riche in fine. Et c'est comme ça que les gens font le calcul économique de se dire, bah, est-ce qu'il vaut mieux acheter du mining ou pas? Et généralement, aujourd'hui, c'est juste réservé à des gens qui ont des gros moyens parce qu'il faut être capable de faire tout ça. Mais encore une fois, c'est un choix et aujourd'hui, pour l'instant, comme tu l'as dit, Bitcoin n'a jamais été aussi sécurisé. On peut diviser par 10, tout va bien. Hmm. Ouais. Mais ouais, en plus, c'est un moment, il dit un truc qui est un peu faux, mais après, je sais pas si c'est juste une erreur de langage, mais il dit oui, genre ça va commencer avec la baisse de la liquidité, parce qu'il arrivait à ce point justement en disant, il va y avoir une baisse de la liquidité de Bitcoin dans le système parce que elle va être soit détruite à cause du problème de l'héritage et de la sécurité, soit accaparée par les institutions Les ETF, ouais. dans le système, il y aura plus de liquidité.
pour justement faire les fameuses transactions. Sauf que il le dit en plus, mais là, il n'arrive pas à connecter les, les idées. Genre, Bitcoin est infiniment divisable. Et s'il y avait un problème, on pourrait même augmenter la divisibilité avec un nouveau consensus. On n'a pas besoin d'avoir des millions de Bitcoin pour que ça fonctionne. Presque avec un Bitcoin, on peut encore faire marcher le système. Donc même la liquidité, on s'en fout. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il y ait du Bitcoin qui soit disponible. Et ça, normalement, de fait, ce sera toujours le cas. Et moins il y aura de liquidité, plus le prix sera élevé, plus les récompenses des transactions, des frais de transaction seront élevés. Et donc, la liquidité, c'est un faux problème. Tout ce qu'il faut, c'est de la transaction, c'est de l'activité sur le réseau pour que les mineurs restent rentables. Et ça, normalement, on fait le pari, on a le scénario dans lequel, avec l'adoption, avec le fait que les États vont continuer à imprimer et avoir une monnaie qui est de moins en moins attrayante, les gens vont aller vers ce type de monnaie alternative qui est incorruptible, que tu peux utiliser sans demander la permission à quiconque. Et, et voilà, c'est notre thèse d'investissement, c'est comme ça qu'on voit les choses. Et on se dit, de toute manière, il y a un moment, les États, ils vont tellement péter un plomb parce que les gens veulent quitter le système parce qu'il est en train de collapse, que il va bien falloir choisir son radeau et mieux vaut préparer le sien. Et c'est ce que nous, on fait. Après, tu peux faire avec d'autres choses. Tu peux mettre aussi de l'or, d'autres choses, avoir des biens dans d'autres pays. Mais le problème, c'est que ça devient compliqué aussi. L'or, c'est de la même manière. Il faut réussir à le sécuriser. Il y a ton nom qui est inscrit. On sait que il y avait eu comment s'appelle l'acte 39 là, comment ça s'appelait aux États-Unis. Il y avait eu le Gold Act là où en gros ils avaient interdit la possession en propre de l'or. Bon, ça reste compliqué d'aller chez tout le monde pour récupérer l'or, mais la plupart des gens de façon sont moutonniers. On va vous dire mettez un masque et donnez-nous vos lingots, et on sait que ça peut arriver très facilement. Et Bitcoin aussi pour ça, il a des propositions de valeur qui sont intéressantes où c'est beaucoup plus dur d'aller les chercher. Et puis il oublie quand même un truc, un principe assez simple, c'est la théorie des jeux. Parce que tu sais, il pointe BlackRock un peu comme la plupart des gogoles, hein, en mode c'est un truc de grand méchant, machin. BlackRock, l'ETF qui lui rapporte le plus d'argent, c'est l'ETF sur Bitcoin. BlackRock est incentivé à ce que Bitcoin continue à fonctionner. Genre, il y a un moment, c'est une boîte qui veut faire de l'argent. Alors, il y a le niveau supérieur de complot et de dire que BlackRock, c'est l'État profond américain et qu'en fait, leur seul but, c'est de détruire Bitcoin et que c'est pas du tout une entreprise qui veut faire du profit. Vous pouvez le croire si vous voulez, c'est pas ma take, mais why not, hein. Ça peut faire sens. Mais si on reste dans un cadre un peu plus réel, en tout cas plus réaliste, à mon sens, ils veulent pas que Bitcoin cesse de fonctionner. Ils ont aucun intérêt à ça, et s'ils le détruisent, ils perdent une manne financière colossale. Donc il y a un moment, faut être cohérent. En plus du fait qu'il n'y a pas que BlackRock. Il y a 12 ETF, hein, il y en a beaucoup plus d'ailleurs. Donc il y a quand même une concurrence là-dessus. Transitionner sur la conclusion, et ça nous permettra de finir avec tes arguments. Vas-y. Il l'a mis dans son timecode en plus, dans le chapitrage. Le yo de la fin du Bitcoin ne sera peut-être pas spectaculaire. Il disparaîtra tout simplement, lentement, sans jamais s'effondrer, c'est-à-dire une perte d'intérêt progressive au fur et à mesure des bitcoins qui se perdent, des gens qui meurent et qui partent avec leur portefeuille, jusqu'à ce que la liquidité ne devienne plus assez intéressante. Parce que les créateurs du Bitcoin, dans leur obsession de la cryptographie, de la sécurité absolue, ont oublié qu'un actif qui ne se transmet pas ne vit pas. Ils ont oublié que... On va le faire en plusieurs fois, hein, parce que c'est fou de dire un truc aussi con, hein. Un truc qui ne se transmet pas. C'est bien la chose la plus simple à transmettre. C'est ça que je comprends pas. Le mec, il vit dans quel monde? En fait, pour lui, le fait que ce soit protégé par une cryptographie forte, où en fait on ne peut pas casser une clé et créer un espèce de backup qui n'aurait été non désiré, comme c'est le cas sur d'autres trucs, alors on peut pas le transmettre. Alors qu'il faut transmettre 12 mots, c'est même pas une phrase. C'est le truc le plus simple. Je sais pas si c'est encore plus con, mais c'est plutôt que lui, il part de... j'ai l'impression, hein, de ma compréhension de la vidéo, de l'observation qu'aujourd'hui, il y a un nombre croissant, ou un très grand nombre en tout cas, de bitcoins qui ont été perdus. Il y a un moment, il cite une étude, et je crois que c'est à peu près
entre 5 et 7 millions de bitcoins qui aujourd'hui ne bougent plus ou et seraient perdus. Et il se dit, bah, de cette observation, on peut en conclure que dans le futur, ça va faire que de croître et on va arriver à un moment donné où en fait, bah, il fait la corrélation entre nombre d'utilisateurs et nombre de bitcoins. Mm. Donc il va y avoir un nombre d'utilisateurs qui va être tellement pauvre qu'il n'y aura plus de transactions, il va Ouais. s'autodétruire parce que de toute Donc façon, il fait une régression linéaire débile et il arrive à un point d'inflexion où il se dit ah bah là ça marche plus. voilà. C'est un climato-alarmiste quoi. C'est assez bas du front comme raisonnement quand même, hein. Fonctionne grâce à la transmission. La seule chose qui fait perdurer la civilisation, c'est la transmission. Et Bitcoin est un actif stérile qui se transmet très mal. Et comme je vous le disais, la majorité des détenteurs de Bitcoin vont l'emporter avec eux dans leur tombe. Et ils s'accumuleront dans le néant numérique. On parlera peut-être un jour, et retenez cette phrase, du cimetière du Bitcoin. Il y a déjà un mini cimetière du Bitcoin avec les 4 millions de Bitcoins perdus. Mais on va peut-être arriver à un point où il y aura 10 millions, 15 millions de Bitcoins totalement perdus. Et on parlera du cimetière numérique du Bitcoin. Le Bitcoin peut encore monter, descendre, faire des tourbillons, se déplacer latéralement, faire des acrobaties dans tous les sens, faire encore la une des journaux sur le court terme. Mais sur le long terme, je vous le dis, il est condamné. Et je vous garantis, et c'est sur ça que je vais conclure, je vous garantis que alors que le Bitcoin sera oublié, enterré au sens propre avec ses détenteurs, nos descendants achèteront encore des actions Coca-Cola, des ETF S&P 500, MSCI World, en regardant les... Je supporte pas ces fausses dichotomies là, où en fait comme si l'un n'implique pas l'autre. Genre qu'en gros, on est tous des prêcheurs de arrêter d'acheter des actions. Les entreprises, c'est saut 1900. Maintenant, la seule chose que tu peux acheter, c'est du Bitcoin et ça remplace tout. Enfin, genre, il y a un moment, faut réaliser la bêtise que c'est. Et c'est toujours la même chose, c'est de mettre en opposition deux choses qui n'ont rien à voir. Moi, le premier, je possède des actions. Je suis un convaincu, voilà, je pense que j'ai plus besoin de le démontrer. Mais j'ai des actions pour d'autres raisons. Parce que, ouais, effectivement, je pense qu'il y a des boîtes qui peuvent bien performer. Elles génèrent du flux que Bitcoin ne génère pas. Je trouve ça même intellectuellement intéressant. Voilà, il y a plein de raisons. Et c'est tout. Et en fait, je mets pas les deux en opposition. Et si quelqu'un me dit, bah, moi, voilà, j'ai envie d'avoir, je sais pas, un actif que je peux mettre dans mon PEA parce que j'ai besoin d'avoir des avantages, que, voilà, 7% de croissance par an, ça me suffit. Puis si ça me verse un peu de cash via les dividendes, c'est cool. Ok, bah, achète des actions. Oublie pas d'acheter un peu de Bitcoin quand même parce que ça fait pas de mal. Mais on s'en fout, on met pas les deux en opposition. Et en fait, son truc, c'est, ouais, il aura raison. Dans 100 ans, on achètera encore du Coca-Cola, sûrement. Mais ça démontre pas qu'on n'achètera plus de Bitcoin. C'est, Mais c'est débile. ce qui est fou, c'est le niveau de prétention. Ouais, en plus. je- Bon, on peut être prétentieux aussi, et c'est pour le jeu aussi de YouTube, mais à ce niveau-là, et c'est quand même, comme tu le dis, genre s'opposer à des milliards de dollars d'investissement, des milliers de milliards, et se dire non, je suis plus intelligent que vous tous. C'est Et que ça. moi, j'ai vraiment compris ce que personne n'a compris. Et Bah, votre truc, c'est de la merde. Et il se prend un peu pour un Michael Burry en 2008. Genre, qui se dit, oh, j'ai vu un truc que personne n'a vu là, cette bulle va s'effondrer. Sauf que un Bitcoin, c'est quand même plus une bulle. Ça a vraiment pas la gueule d'une bulle quand on regarde le graphe. Ou alors sinon, tout est une bulle. Hein, et on peut s'accorder là-dessus d'ailleurs, que tout est une forme de bulle parce qu'en face, on a un truc qui s'explose la gueule. Mais mec, t'es pas Michael Burry. Genre, s'il y a un moment, faut redescendre un petit peu. Des mecs comme ça, il y en a un tous les 50 ans. Et au moins, j'aurais envie de l'écouter s'il avait parfaitement compris Bitcoin, tu vois. Genre, demain, Saylor, ou allez, même Saifedean, ou des mecs comme ça viennent et tiennent ce discours, je me chie un peu dessus et je les écoute. Je me dis, ok, ils ont de la légitimité, ils ont parfaitement compris. Il n'y a pas plus fin connaisseur qu'eux, ou même, j'ai pris peut-être pas les meilleurs exemples, même un développeur Bitcoin ou un truc comme ça, qui nous dit, ouais, là, en vrai, Bitcoin peut mourir pour ces raisons. Ouais, je l'écoute. Je suis peut-être pas d'accord, mais il a du crédit. Lui, il n'a même pas compris la base de la base. Et en plus de ça, c'est un demi-habile qui a des raisonnements complètement foireux.
Genre, il y a vraiment un moment, mec, écoute-toi, renseigne-toi, et sois humble. Stay humble, stack sats, comme on dit. Je sais pas si c'est encore intéressant ce qu'il va dire après. Il est vraiment là au summum de la courbe de c'est Dunning-Kruger là, Ouais. où il a un niveau de confiance bien trop haut et pour lui il a plié le game, il a fini le jeu. Là il peut Mm. mettre définitivement Bitcoin à la poubelle et puis ne plus y penser. Et je pense que pour lui, bah, cognitivement parlant, c'est mieux, c'est plus simple et on va mettre de côté une partie du réel et on va se dire voilà, on va juste toucher aux actions. Il y a peut-être un truc qu'on a oublié, hein. C'est que souvent, ces mecs-là, c'est des gens qui ont raté le train, enfin, qui pensent avoir raté le train il y a peut-être 10 ans. Je sais pas quel âge il a, mais je pense qu'il est quand même plus âgé largement que nous, il doit avoir au moins 10 ans de plus. Donc ça se trouve, c'est un mec qui a raté Bitcoin en 2012-13 et qui est en plein déni. C'est peut-être pas, c'est un truc qu'on n'a pas envisagé, mais bon, sans vouloir citer de nom, il y en a qui sont quand même pas mal dans cette situation. Quand en fait ça dépasse toute loi de la logique, généralement c'est que t'es dans ce cas-là. Et Mm. dans ce cas, force mec, c'est pas trop tard pour en acheter. Et surtout, n'hésite pas à nous envoyer un message ou à commenter la vidéo. On se fera un plaisir de t'expliquer Bitcoin. Il y a des personnes connues qui ont fait des mea culpa et pour qui ça se passe super bien maintenant. Donc il est toujours temps de changer d'avis. Et en Et parlant de ça, il en cite un à un moment donné dans la vidéo, c'est Nassim Nicolas Taleb. Et il dit oui, en plus c'est faux. Le mec a toujours été contre depuis sa création. Mais je lui ferai remarquer que c'est quand même Nassim Nicolas Taleb qui a écrit la préface du livre le plus vendu sur Bitcoin qui s'appelle Bitcoin Standard de Saidin Amous. Et bon, après, le mec a changé d'avis parce que je sais pas pour quelle raison, mais voilà, il a trouvé qu'il y avait un problème dedans. Mais même pour lui, voilà, c'est faux. Même son héros, à un moment, y a cru. mais c'est vrai que même ça, c'est faux. C'est aberrant. On l'écoute un peu et on voit s'il y a quelque chose de pertinent, sinon on clôture. C'est fini là, c'est fini. Ok. Et ben dans ce cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner à cette chaîne YouTube, de la partager, de faire un tour chez Consensus. Et la traduction du Bitcoin standard, les talons Bitcoin, est disponible chez Consensus aussi. Donc bah, achetez les deux avec rupture monétaire. Ça vous fera une belle jambe. Si vous voulez acheter du Bitcoin, il y a une solution magique qui s'appelle Bull Bitcoin aussi. Vous avez encore une réduction sur les frais parce qu'on aime bien vous faire des cadeaux avec le code How to Bitcoin. On mettra plein d'autres liens si vous voulez enfin rentrer dans cet écosystème par la grande porte. Et puis, bah, on vous souhaite de belles fêtes de Noël parce que cette vidéo va sortir juste avant. Voilà, passer du temps en famille. Voilà, après ce debunk, débranchez un peu, déconnectez, profitez de vos proches pour ceux qui en ont l'occasion. Et nous, on se retrouve bah, dans une semaine, hein, comme d'hab. Ciao.